assez, voilà. Voilà, merci. Passer le PowerPoint. On a fait des tests juste avant pour voir si tout fonctionne bien. Voilà. Donc, comme je vous le disais, l'idée dans ce webinaire, c'est de travailler sur les approches biopsychosociales par l'intermédiaire de plusieurs focus, donc de 5 focus et donc de dispositifs qui nous paraissaient intéressants à mettre en évidence. Le GLS et le SISDEF, Christelle Berthelet et Sandra Del Pupo vous en parleront davantage autant par rapport au répertoire qui est mis en place qu'aux concertations en santé mentale. Nous avons invité aussi Anne-Catherine Koch qui s'occupe de l'interface double diagnostic et donc de l'orientation et de la prise en charge. Elle vous expliquera ça aussi de manière plus détaillée. On a aussi invité les dispositifs HOST et HOSTEF, donc sur Liège et sur Verviers. Ce sont des équipes de soutien aux épidémies. Le Rélian et Chronicopole, qui sont aussi des lieux de concertation et de coordination sur les soins intégrés pour les maladies chroniques. Et les Community Health Workers, ce sont des facilitateurs de santé qui s'adressent au public les plus éloignés des soins de santé. Nous avons aussi ajouté une présentation que vous connaissez déjà des CLPS de Wiewaren, Verviers et Liège par rapport à un projet qu'ils ont et qu'on partage au réalisme de concertation, mais vous expliquez ça plus en détail. Donc l'idée, c'est que chaque intervenant fasse une présentation de 20 minutes sur des aspects pratico-pratiques. Après, en fonction des questions, il peut y avoir un échange après chaque présentation ou les échanges se feront par la suite dans le temps qu'il nous reste pour après toutes ces présentations. La messagerie, donc si vous avez des questions que vous voulez qu'on reprenne à la fin des présentations, n'hésitez pas à utiliser la messagerie qui est déjà ouverte pour l'instant. Alors, inévitablement, quelques précisions. Avant la conférence. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions dans la messagerie ou prendre la parole après les présentations à la fin de ce webinaire en levant la main. Vous avez aussi la possibilité de nous laisser vos coordonnées dans la messagerie si vous souhaitez avoir des informations, puisque suite à ce webinaire, on a plusieurs, donc le webinaire comme il sera enregistré, vous pourrez avoir accès pour vos collègues ou les personnes qui font partie de votre réseau qui n'ont pas eu la possibilité de suivre ce webinaire pourront aussi le visionner. Corinne Cattal a fait une présentation sous forme de fiche, donc résumé des différents points qui seront abordés ici par les différents intervenants. Et on vous donnera aussi l'accès de ces informations. Voilà, je crois qu'on peut passer à la première présentation. Du GLS, donc Christelle Berthelet, qui est coordinatrice du GLS, et Sandra Del Pupo, qui s'occupe plus spécifiquement, elle, des concertations en santé mentale. Donc, Christelle, tu avais l'intention de nous parler de ce fameux répertoire que vous avez fait autant au GLS qu'au SISDEF sur les intervenants au niveau des besoins biopsychosociaux qui peuvent être visualisés sur votre site. On pourra aussi peut-être vous montrer sur le site comment est-ce qu'on accède à ce répertoire. Je te laisse la parole, Christelle. Oui, merci. Désolée, je ne sais pas le mettre en diaporama. Bon, c'est pas grave, ce sont
Donc, les répertoires biopsychosociaux sont en fait des outils en ligne qui ont pour objectif de recenser les professionnels et les services d'aide et de soins au sens large, mais aussi de soutenir les professionnels, les patients et les aidants proches via la mise à disposition d'informations sur le prestataire ou le service recherché. Alors, les répertoires sont disponibles via les sites internet des deux SISD, donc les services intégrés de soins à domicile présents et actifs en province de Liège. Donc, il s'agit du SISDEF, le service intégré de soins à domicile de l'Est francophone, donc pour Verviers, et le GLS, service intégré de soins à domicile pour Liège et Ouistreham. Donc, on va directement passer sur le site de Liège-Ouistreham. Donc ici, on arrive directement sur le répertoire qui nous permet… Alors, on n'a pas le site, il faut départager l'écran, je pense, Christelle, et repartager quand tu as choisi ta page Internet. Ça va comme ça? Parfait. Donc, on se connecte donc sur le site du SIS de Liège et Ouistreham et on arrive directement sur le répertoire qui nous permet de rechercher un service ou un professionnel via le nom, le domaine d'activité ou la commune. Donc ici, on va faire par rapport au domaine d'activité. Donc, on a essayé d'être le plus large possible. Ici, on va aller chercher, par exemple, les psychologues, dans le domaine d'activité du psychologue. Donc ici, on arrive sur la page des psychologues et on veut en savoir plus, par exemple, sur ce prestataire ici. Donc, on clique sur l'onglet et alors, on va arriver sur sa fiche, sur la fiche de renseignement du prestataire. Donc, on va vraiment retrouver ses coordonnées, ses secteurs d'activité, ses activités principales, si elle a des spécialisations, le public cible, les démarches à effectuer pour la prise de rendez-vous, s'il y a des délais, des listes d'attente, le pouvoir subsidiant, mais ça ne m'a pas mis, et divers, donc elle est agréée par les mutuelles. Et le coût de la prestation, les horaires que c'est sur rendez-vous. Donc ici, c'est vraiment le prestataire qui complète sa fiche via une fiche de renseignement à laquelle il a accès lorsqu'il s'inscrit sur le répertoire. Donc, on peut aussi, si on repart, un autre domaine d'activité, par exemple, l'ergothérapeute. Donc, on arrive aussi sur la page des ergothérapeutes inscrits sur le répertoire. Si on veut en savoir plus sur l'ergothérapeute de Villers-le-Bouillet, on appuie sur l'onglet. Et ici, même principe que pour la psychologue tout à l'heure, on a les renseignements pratiques par rapport à l'ergothérapeute de Villers-le-Bouillet. Donc, je vais arrêter. Je vais me mettre alors sur… Donc, ça, c'est pour le site. J'ai reperdu. Excusez-moi, mais… C'était le site donc, du GLS, c'est pour oui. le territoire de Liège-Ouistreham. Et maintenant, tu vas nous faire une petite démo. Je l'avais préparé, mais il s'est enlevé. Et alors ici, on est sur le site du SISDEF, donc pour Verviers. Donc, eux, ils l'appellent l'annuaire, mais voilà, c'est à peu près le même principe. Hein. Donc, on peut aussi retrouver par mots-clés, par secteur d'activité, par commune. Ici, si on fait par domaine d'activité, par exemple, équipe Alors, mobile. il faut que tu mettes équipe mobile sans et accent. Il y a un petit bug. Il ne faut pas mettre, il faut, voilà. Voilà. Et alors, donc, la disposition est différente, mais c'est le même principe. Hein. Donc, on arrive sur l'équipe mobile sur la route. Et donc, on a ici la présentation et les coordonnées de contact de cette équipe mobile. Voilà, on pourrait avoir, par exemple, aussi l'antenne de Verviers de l'équipe mobile, Mobiléa de Réalise. Mais bon, voilà, tout s'élabore. Ce n'est pas encore complet et l'idée, c'est aussi de
de vous faire part de cette information-là qui peut être complétée par vos soins ou par les soins d'autres personnes, d'autres structures. Tu voulais ajouter autre chose, Christelle? Non, je voulais juste dire que si bon, les coordonnées de contact des personnes responsables sont sur les sites internet de chaque CISD, et voilà, si on veut plus de renseignements par rapport à ces répertoires, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. On va passer à Sandra, Sandra Del Pupo. Est-ce que tu veux bien nous présenter les concertations en santé mentale? Voilà. À partir du début. Et alors, je vais reprendre le petit truc de tout à l'heure, je ne sais plus, pour essayer que ça s'agrandisse. Est-ce que c'était... Bon, tant pis, on va rester comme ça. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis en fait la collègue de Christelle Berthollet au GLS, au CIS de Liège ou Loirem. Donc, je suis en fait la personne de contact pour tout ce qui couvre la matière des concertations pour le CIS de Liège et Loirem. Donc ici, on va donc parler précisément de la concertation en santé mentale, dispositif d'aide et de soins financés par la VIC. Donc il faut savoir que sur le terrain, parmi les acteurs de terrain qui utilisent ce dispositif-là, en fait, il y a plusieurs dénominations qui sont utilisées. Donc certains parlent de concertation en santé mentale, comme nous on le fait ici, ou de CSM. Certains parlent de concertation INAMI, d'autres parlent de CAPP. Il y en a même aussi qui parlent de concertation GLS en faisant directement référence au CIS pour lequel je travaille. Donc, toutes ces dénominations, en fait, renvoient à un même dispositif. C'est un dispositif très formel qui est reconnu et pris en charge par notre sécurité sociale. Donc, il est défini dans un cadre légal, déjà depuis 2012, via en fait 2 arrêtés. Voilà, vous avez ici l'arrêté du 27 mars 2018 qui a été modifié et précisé dans l'arrêté du 18 juin 2014. Il faut savoir qu'au niveau de nos pouvoirs publics, la dénomination qui est utilisée pour ce dispositif, si vous cherchez un texte un peu plus légal, ce sera la concertation autour du patient psychiatrique, d'où l'acronyme CAPP. Donc en fait, c'est une concertation, un dispositif qui finalement a été mis en place et financé depuis donc 2012, on arrive presque à 10 ans, au départ par le fédéral et donc par l'INAMI. Et puis, depuis le 1er janvier 2019, en fait, suite à la 6e réforme de l'État, la compétence a été régionalisée. Donc, c'est maintenant, pour la région wallonne en langue francophone, c'est la VIC qui exerce la compétence de financement de la concertation en santé mentale. Donc, toutefois, sur le fond, jusqu'à présent, rien n'est changé. Donc, ça veut dire que c'est toujours la réglementation qui a été mise en place par l'INAMI, les textes légaux dont vous avez les références ici, qui sont toujours d'application. Donc, ce dispositif s'adresse à une population cible qui est définie très précisément. Tous les groupes d'âge peuvent être concernés, les adultes, les seniors, les enfants ou les adolescents, mais pour tous ces groupes d'âge, sans aucune distinction, il y a 3 critères à satisfaire pour activer le dispositif. Donc, le premier critère est un critère de présence en fait attesté d'une affection, d'une problématique psychiatrique. Donc, on parle quand même d'un diagnostic qui est posé, qui n'est plus à détecter. Le deuxième critère est un critère d'accroche préalable avec les soins de santé mentale.
il y a un parcours bien spécifique qui est visé. Et le troisième critère vise des aptitudes qui sont limitées dans certains domaines. Je vais les reprendre surtout un par un pour la population ciblée. Vous verrez que comme je n'ai que 15 minutes, je serai peut-être un peu plus succincte sur le reste. Mais je trouvais que c'était important pour vous qui regardez ce webinaire que vous puissiez, à la fin de cette présentation, discriminer vous-même plus facilement quels sont les usagers qui peuvent bénéficier de ce dispositif et pour lesquels on peut activer un financement pour les intervenants professionnels qui sont autour. Donc, on parle d'abord de toute personne, donc pas de critère d'âge, je le rappelle, qui présente une problématique, une affection psychiatrique. Une problématique qui est potentiellement de nature répétitive et qui est considérée comme sérieuse, alors soit en raison de l'intensité, de la fréquence des symptômes ou de la présence de comorbidité. Donc ici, on va avoir en fait une reconnaissance de diagnostic qui va être posée par un médecin, que ce médecin soit généraliste ou spécialiste, peu importe. Et donc ce médecin va inscrire, attester d'un code de diagnostic, soit en référence au DSM-4, soit en référence à la CIM-10. Un petit focus sur certaines pathologies, on va dire ça comme ça, qui sont exclues du diagnostic principal. Les démences, les autres troubles cognitifs avec cause médicale, vasculaire ou traumatique, épilepsie, retard mental, troubles neurologiques. Alors, je vais mettre en avant en fait surtout le retard mental en illustration pour vous montrer que ça ne veut pas dire que les personnes qui ont un retard mental, qui ont une déficience intellectuelle, sont forcément exclues du dispositif. Donc, ces personnes sont malheureusement, j'ai envie de dire, elles aussi peuvent aussi développer un trouble psychiatrique. Il s'agit en fait plutôt, et donc ce serait discriminatoire de ne pas les laisser accéder à ce dispositif. L'important, c'est que aux yeux d'un médecin ou d'un psychiatre, celui-ci trouve que c'est la problématique psychiatrique en l'occurrence qui motive davantage le souci, la volonté de concertation. Voilà. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'on doit exclure d'emblée ces personnes-là. Alors, donc on parlait aussi d'un deuxième critère, c'est d'avoir un contact au préalable avec les soins de santé mentale. Et donc, il faut que le parcours du patient satisfasse au moins une des conditions suivantes. Donc, en gros, on a une hospitalisation, une prise en charge par une équipe mobile ou un SPAD, une prise en charge par un psychiatre, un pédopsychiatre, recevoir des soins dans un centre de santé mentale et spécifiquement pour les 0-18, pour les jeunes, on a surtout une prise en charge d'au moins 14 jours par un projet Outreach où là, c'est en fait le seul critère qui n'est pas rattaché aux soins spécialisés de santé mentale, une inscription par la police, le parquet ou le juge de la jeunesse au plus tard 1 mois auparavant. Voilà. Donc là, on a plutôt une porte d'entrée judiciaire. Et cette population, toujours ciblée, qui a une affection psychiatrique, qui a un parcours spécifique qui peut rentrer dans dans la description qu'on vient de voir, cette personne a aussi perdu certaines aptitudes ou dispose d'aptitudes limitées dans au moins 3 domaines. Donc, voici tous les domaines. Vous voyez qu'il y a des domaines qui sont en commun pour le groupe d'âge enfants, adolescents et adultes et personnes âgées. C'est l'autonomie de base, c'est l'autonomie au sein de la collectivité, la motricité, le comportement personnel adapté, le langage et la communication. Et puis, il y a des petites spécificités, surtout des déclinaisons par rapport
au vécu spécifique de ces classes d'âge, comme le travail pour les adultes et les personnes âgées ou l'école. Je vois le chrono qui tourne et donc je continue. Voilà. Et donc, on en arrive au cœur de la présentation. Donc, la concertation comme dispositif d'aide et de soins, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, ça consiste, cette concertation, en une mise à disposition d'un temps et d'un lieu commun aux bénéficiaires, à l'usager et aux acteurs de son réseau. Les acteurs de son réseau sont aussi bien des professionnels de soins de santé mentale, de l'aide, des soins de première ligne, mais aussi des acteurs de son réseau dans son milieu naturel, l'entourage, des bénévoles, des aidants proches. Et ce temps et ce lieu commun, cette réunion, va servir à réfléchir et à s'accorder sur les objectifs à poursuivre et les rôles de chacun. Tout ceci en bon accord avec le patient ou son représentant légal. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que pour pouvoir activer et mettre en place un dispositif de concertation, il faut absolument avoir l'accord du patient. Il n'y a pas de contrainte dans ce genre de réunion. Donc, un plan d'accompagnement de 12 mois. Nous, ici sur Liège, on utilise le PSI, le plan de service individualisé, parce qu'on soutient en fait cet outil qu'on trouve fonctionnel et très adapté pour les concertations et qui rentre bien dans les exigences en fait du législateur. Mais malgré tout, ce n'est pas un format qui est exigé par la VIC ni précédemment par l'INAMI. Donc, vous avez encore l'opportunité de faire autrement. Mais il nous faut un plan d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut que les intervenants précisent les objectifs, la finalité de la concertation, s'il y a des objectifs intermédiaires, les différentes tâches que tous les participants s'engagent à mettre en place, que ce soit le patient et évidemment son entourage et tous les professionnels autour. Donc, le dispositif tel qu'il est décrit dans la réglementation prévoit aussi qu'il y ait un professionnel ressource pour l'usager et ses proches et les autres professionnels. Donc, on l'appelle personne de référence. C'est cette personne de référence qui rédige le plan d'accompagnement, qui en assure la diffusion, voilà, et qui fait un peu la coordination générale du suivi des engagements qui ont été pris lors de cette concertation. Pour être éligible au financement donc de nos pouvoirs publics, la concertation doit impérativement réunir en présence minimum 3 types différents de professionnels, dispensateurs de soins ou d'aide, dont au moins un avec la casquette soit de santé mentale et l'autre avec la casquette soit de soins de première ligne, donc généraux, ou un service d'aide aux personnes, voilà, agréé par les régions et les communautés compétentes. Donc, qu'est-ce que poursuit comme objectif ce dispositif? Ce dispositif cherche à favoriser une approche globale et intégrée dans l'accompagnement de l'usager pour encourager un accompagnement au plus près de la réalité des besoins du patient. Il soutient l'implication du patient et sa participation au processus de décision, voire l'implication aussi de son entourage. Mais tout ça, bien sûr, je le rappelle, j'insiste toujours, mais avec le consentement du patient. Alors, ça contribue à une meilleure connaissance réciproque des missions et des modus operandi des différents professionnels qui sont en présence. Le but est d'appuyer les prestataires d'aide et de soins qui sont face à une complexité de situation et avec un public qui est plus vulnérable. Voilà. Et ce dispositif, parce qu'il est financé, permet d'assurer la gratuité de l'accès pour les usagers qui rentrent dans le groupe cible. J'ai quand même envie de dire, excusez-moi, je reviens en arrière, mais qu'on voit
dans les objectifs qui sont poursuivis, on voit aussi dans la manière dont c'est organisé que c'est un dispositif qui épouse la philosophie de la réforme 107. Hein. On retrouve l'application du patient, les concepts d'empowerment, on retrouve même le concept de tuilage. Voilà. Le financement. Le financement, donc ça c'est quand les conditions sont remplies. Voilà. Eh bien, les prestataires de soins d'aide aussi peuvent prétendre à un forfait participation. Je vois le temps qui tourne et de nouveau, je vais peut-être aller un peu plus vite, mais surtout sur le financement. Donc, il faut savoir qu'il y a des forfaits participation qui sont donc accessibles, qui peuvent être activés. Ce forfait est fonction du lieu de la concertation, à domicile ou ailleurs, institution, peu importe. En 2021, voilà, au domicile, on voit que le forfait participation était de 52 € et quelques, et quand c'était ailleurs, de 39 € et quelques. Pour une concertation, il y a quand même une limite maximum qui est déterminée et qui ne dépassera jamais les 4 forfaits de participation. Donc, indépendamment du nombre de participants, on serait même 6 ou 7 ou 8 autour de la table. Alors on ne se partagerait plus que 4 forfaits. Voilà. Et puis, il y a un forfait spécifique pour la personne de référence, donc cette personne en fait ressource qui va assurer cette coordination entre les épisodes de soins, comme on dit, entre deux concertations, qui va rédiger le plan de service individualisé. Donc là, c'est un forfait plus important, 209,23 €. Donc, à quelle fréquence est-ce qu'on peut avoir recours à ce dispositif? À quelle fréquence peut-il être financé? Pour les adultes et les seniors, c'est maximum 3 concertations sur l'année. Pour les jeunes, ça va jusqu'à 5 concertations. Et donc, chaque année, en fait, de date à date, on peut renouveler et réintroduire une demande de financement. Le paiement s'effectue sur base des numéros de compte bancaire que les dispensateurs d'aide et de soins renseignent eux-mêmes dans le dossier. Voilà, ça je passe. Alors, qui peut demander, qui peut formuler une demande de concertation? Donc, en fait, tout le monde qui est concerné par l'accompagnement du patient, que ce soit à titre professionnel ou non. Donc, on a le patient lui-même, un membre de son entourage, un intervenant professionnel, même un bénévole. Sachant que, à condition toujours que le patient ou son représentant légal, s'il s'agit d'un jeune, ait marqué son accord pour que des réunions de concertation se mettent en place à propos de sa situation. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faudrait un peu, quel est le fil conducteur, quelle est la démarche à suivre quand en fait on est impliqué dans l'accompagnement d'un usager qui peut rentrer, donc qui rentre dans la définition du groupe cible, ce qu'on a vu précédemment. Donc d'abord, on doit s'assurer que cette personne ou son représentant, sa famille, est d'accord sur le principe. On doit donner du sens aussi à la concertation. On ne se concerte pas pour le plaisir, on se concerte parce qu'il y a une finalité, il y a un enjeu, il y a un objectif à atteindre, il y a des besoins. Et donc, on vérifie évidemment le parcours au préalable, et ce d'autant plus que si on n'est peut-être pas un acteur spécialisé des soins de la santé mentale, on ne connaît peut-être pas forcément précisément le parcours. Donc, tout ça pour vérifier que l'usager rentre bien dans le groupe cible. Donc, on fait signer l'accord. On fait remplir l'attestation médicale type donc de reconnaissance d'une problématique psychiatrique par le médecin généraliste, pédopsychiatre, psychiatre, au choix. Puis on organise la concertation. La personne de référence qui est choisie en concertation va compléter le dossier, va rédiger le plan d'accompagnement et
on va le transmettre au CIST. Donc, évidemment, le CIST travaillant sur un territoire et par zone de soins. Si on est sur Verviers, eh bien, on le transmettra au CISDEF. Et si on est sur Liège ou l'URM, on le transmettra au GLS. Donc, les partenaires naturels de ce dispositif de concertation, eh bien, vous le voyez sur le terrain, ce sont les SSM, les psychiatres, les pédopsychiatres, les médecins généralistes, les maisons médicales, les SPAD, les équipes mobiles, les hôpitaux, les coordinations d'aide et de soins, les habitations protégées, les psychologues, les logopèdes indépendantes, les centres PMS, les SAFA, les CRF. En fait, la liste n'en finit pas puisque c'est très très large. C'est finalement les différents professionnels de santé et dispensateurs d'aide impliqués autour du patient. Et puis, nous, évidemment, comme CIST, on a aussi comme partenaires les organismes assureurs wallons et la VIC qui, en fait, nous subventionne et avec lesquels on est conventionné, et les organismes assureurs wallons, puisque c'est vers eux que le CIST va adresser, rédiger une facture pour financer donc les prestataires de l'aide et de soins qui ont été présents à la concertation. Donc, on voit que le rôle et l'intervention du CIST peut se situer à deux moments. Donc, en aval de la concertation, ça c'est pour les utilisateurs qui sont familiers de la concertation. Tout simplement, ils connaissent la procédure, ils remplissent le dossier, ils le transmettent au CIST, le CIST vérifie les conditions de validation, on procède à l'enregistrement, on établit la facture qui part pour la mutuelle. Voilà. En amont, par contre, le CIST peut aussi intervenir. Donc, ça veut dire que pour des personnes qui ne sont pas familières de ce genre de dispositif, qui se disent mais moi je ne suis pas sûre, comment est-ce que je vais bien pouvoir activer ça, j'ai plein de questions, eh bien il est tout à fait convenu et souhaitable de contacter le CIST qui va en fait analyser avec vous si les conditions d'accessibilité sont rencontrées et qui va pouvoir même déterminer précisément en fonction du nombre de participants les différents financements. Voilà, histoire que si vous avez justement un prestataire indépendant, on pense surtout à ceux-là, eh bien, il sache précisément à quoi il peut s'attendre comme contribution financière. Sandra, oui. Sandra, je vais devoir te couper. Tu arrives au bout. Je suis au bout, oui. Voilà. C'est les coordonnées donc des deux CIST. Et donc, je vous dis juste que pour le CIST de Liège, voilà, n'hésitez pas. Cette présentation est un peu sommaire, mais donc vous avez envie d'approfondir le sujet. On a un site internet. Vous avez des questions, vous avez des interpellations, vous me téléphonez. Il n'y a pas de souci et ça me ferait même très plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. C'était vraiment très éloquent ce que tu nous as exposé comme présentation et je crois que ça a pu remettre plus de clarté dans ce dispositif qui est un peu multiple puisqu'il s'adresse à plusieurs tranches d'âge et en même temps, voilà, il y a certains critères, mais il faut lire ces critères à la lumière de ce que toi tu as pu nous apporter pour bien comprendre ce qu'il en est de ce dispositif. Merci beaucoup à toi et merci à Christelle. Est-ce que tu veux bien arrêter ton partage d'écran? Voilà. Maintenant, nous allons passer à la présentation de Anne-Catherine Coche, qui s'occupe de l'interface double diagnostic. Alors, c'est à la fois spécifique du double diagnostic, mais vous verrez que aussi elle s'adresse à une tranche d'âge très, très, très large et son travail au quotidien est aussi multiple. Anne-Catherine, je te laisse la parole. Oui, tout à fait, j'arrive, j'essaye de mettre ma caméra, donc voilà.
Voilà, si on commence au début, c'est toujours plus facile. Donc voilà, j'occupe la fonction du circuit double diagnostic. Donc fatalement, de par ce fait-là, il faut quand même savoir que je fais partie d'un ensemble et donc je ne suis pas toute seule à travailler dans ce circuit. Mais je dirais que la fonction d'interface est la fonction la plus centrale. Donc ici, vous avez mes coordonnées avec le téléphone et le mail. Et alors, il faut savoir qu'en termes d'horaire, il y a j'ai envie de dire, permanence qui est assurée de 8h30 à 16h30. Alors, ce qui se passe, c'est que le circuit de soins a vu le jour pour les personnes double diagnostic a vu le jour en 2017 à la demande du SPF, Santé publique, et suite à un rapport du Conseil supérieur de la santé qui voulait savoir où on en était dans l'offre de soins pour des personnes adultes qui présentent une déficience intellectuelle, ainsi que des troubles de santé mentale et ou psychiatriques. Il s'est avéré qu'il n'existait pas grand-chose et donc 3 recommandations ont été émises par ce même Conseil supérieur de la santé. Alors, la première consistait à mettre en place un circuit de soins. Circuit de soins, pas spécifiquement au niveau psychiatrique, ça va du médecin généraliste au dentiste à tout le secteur de la santé mentale. On est vraiment dans quelque chose de très global. Et la deuxième recommandation est la mise en place de formations qui spécifique double diagnostic parce qu'il n'y en avait pas encore à l'heure actuelle. Et c'est comme ça qu'est arrivé sur le marché, si je puis dire, une formation interuniversitaire entre les universités de Mons, Namur et Bruxelles qui traite de cette problématique et qui s'appelle le certificat interuniversitaire double diagnostic. Puis la troisième recommandation qui consiste à avoir une unité spécialisée de prise en charge pour les situations les plus spécifiques avec un système finalement d'outreaching pour pouvoir faire un transfert de compétences et pouvoir à un moment donné échanger entre le milieu intra- et extra-hospitalier. Et donc, voilà un petit peu comment est né le circuit. Donc, au niveau de la province de Liège, sont apparues diverses personnes. Donc, il y a la fonction d'interface du circuit double diagnostic qui travaille sur le territoire de la province de Liège. Il y a eu l'apparition de 2 équipes mobiles, une sur le réseau Est de la Belgique et puis une autre sur Fusion Liège. Donc, ce sont les équipes mobiles parallèles et l'équipe mobile du plateau qui existait déjà, mais pour lequel un demi-équivalent temps plein est venu renforcer l'équipe. Et puis, alors, il y a le service spécifique de l'unité des personnels à la clinique psychiatrique des frères Alexia, qui est devenu le service référence pour la prise en charge de ces personnes-là, avec 2 personnes qui font de l'outreaching, donc qui s'assurent vraiment de toute la jonction intérieure et extérieure, ce qui fait qu'on ne vient plus juste déposer la personne en hospitalisation et la reprendre, mais c'est plus voilà, des échanges, des concertations lors de l'hospitalisation et faire en sorte que la personne puisse rester dans son milieu de vie naturel le plus possible, puisque, comme dit dans la présentation précédente, ici on est vraiment dans le cadre de la réforme 107. Donc voilà, l'idée c'est d'aller dans la même lignée que ça. Donc au niveau des bénéficiaires ciblés, comme je l'ai signalé, ce sont des personnes adultes qui présentent une déficience intellectuelle, donc il faut qu'il y ait un QI inférieur à 70, ainsi qu'un trouble de santé mentale et ou psychiatrique. Alors là, je ne le dis pas, mais évidemment, il y a cette idée de quotient intellectuel, mais il y a aussi surtout cette notion de capacité adaptative. Et donc, chaque situation quand même est évaluée au cas par cas, parce que si c'était aussi simple que ça, ce serait très chouette et très facile, mais ça ne l'est pas. Et donc voilà, donc je vous invite le jour où vous avez comme ça des situations qui ne sont pas spécialement claires non plus pour vous par rapport à un diagnostic de déficience intellectuelle, à prendre contact, on en parle, on évalue et alors on voit comment agir.
Alors, pourquoi est-ce que je suis présente ici au niveau du réalisme? Parce que j'ai parlé de personnes adultes, mais il y a quand même une attention toute particulière qui est portée à la charnière des 16-25 ans. Donc, il m'arrive fréquemment de collaborer avec le réalisme pour voir comment se coordonner au niveau de situation pour ce public cible. Alors, comme je l'ai dit, en ce qui concerne ma fonction, je travaille sur l'ensemble du territoire de la province de Liège. Et alors, voici les objectifs, finalement, en grande partie de cette fonction d'interface. Donc, c'est pouvoir m'assurer du double diagnostic et, au besoin, relayer la situation à d'autres opérateurs plus appropriés. Donc, comme je l'ai dit, le service des personnels accueille des personnes en hospitalisation, mais toute personne n'arrivera pas dans ce service-là. L'idée, c'est de voir quelles sont les capacités adaptatives, quel est le type de déficience intellectuelle, parce que les ressources parfois sont... Les personnes sont très compétentes et bénéficient de beaucoup de ressources, et utiliser le circuit double diagnostic comme il est là à l'heure actuelle ne serait peut-être pas bénéfique pour elles, parce que... comment dirais-je, ça pourrait leur apporter plus de négativité qu'autre chose. Alors, je vais m'expliquer tout de suite. Par exemple, au niveau des personnages, les personnes qui sont hospitalisées là-bas ont souvent une déficience intellectuelle modérée, voire sévère, voire profonde. Et si je devais caricaturer la prise en charge de ces personnes-là, au niveau des activités, c'est pouvoir faire un puzzle 4, 10, 12 pièces. Donc, quelqu'un qui vivrait en une certaine autonomie avec des services d'aide à côté ne serait pas tiré vers le haut si elle devait être hospitalisée dans ce type de service. Donc, c'est un petit peu ça qui va être évalué. Donc, l'idée, c'est de rencontrer la plupart du temps, et dès que c'est possible, les personnes qui sont demandeuses et évaluer l'intensité des troubles par une observation directe ou indirecte, avec toujours derrière l'idée que le but de l'interface, c'est de pouvoir orienter. Donc, si à la fin de la rencontre, je ne sais pas vers où orienter, si on est plutôt dans de l'hospitalisation, si on est plutôt dans une prise en charge dans un centre de santé mentale ou chez un psychiatre en privé, l'idée, c'est de pouvoir venir faire des observations afin de pouvoir davantage cibler l'orientation. C'est pouvoir questionner aussi toutes les tentatives antérieures de résolution, les ressources existantes pour ne pas proposer quelque chose à côté de la plaque. Et alors, c'est orienter de façon la plus adéquate dans le réseau double diagnostic et le circuit de soins. C'est également pouvoir faciliter l'accès dans de bonnes conditions à l'hospitalisation dans l'unité des personnages à la clinique psychiatrique des frères Alexiens. Faciliter la compréhension des aspects médicaux. Donc, la fonction d'interface, je suis infirmière de formation. Donc, voilà ce qui permet à un moment donné, au niveau de la médication, au niveau des effets secondaires, c'est quelque chose qui me parle. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va être questionné. C'est pouvoir aussi accompagner les demandeurs vers les relais utiles, hors province de Liège, si besoin. Donc, l'interface pourra prendre en charge et le circuit de manière générale pourra prendre en face les personnes en province de Liège, qui habitent la province de Liège. Maintenant, si je n'arrive pas à retrouver des ressources et que je dois aller sur les autres réseaux, évidemment, je vais pouvoir à un moment donné faire les relais parce que je connais les contacts et on a de toute façon des contacts assez fréquents avec les personnes des autres réseaux. C'est de pouvoir s'assurer de la liaison également entre les différents acteurs quand la situation le nécessite, et c'est pouvoir aussi maintenir la mémoire collective. Étant donné que je suis la fonction la plus centrale au niveau territoire de la province de Liège, je collabore avec la CMI Hirondelle, donc, qui est une autre équipe mobile qui travaille dans le double diagnostic, le service hospitalier, les équipes mobiles et toute personne qui est dans le circuit, j'en entends parler. Et donc, du coup, c'est assez facile de dire « Ah, tiens, il y a eu cette personne-là, mais elle a déjà été prise en charge dans ce réseau-là. » Et donc, ça permet justement de pouvoir faire des liens et c'est assez appréciable. C'est également tenter de diversifier les partenariats afin de répondre aux besoins des personnes au plus près et selon l'évolution des offres dans le territoire. Alors, je vois en plus que, je suppose, vu que vous avez mon écran, vous n'avez pas la fin. Voilà. Alors, le dispositif s'adresse aux personnes porteuses d'un double diagnostic, donc, comme je l'ai dit, avec une déficience intellectuelle associée à un trouble de santé mentale,
Alors, qui peut faire appel? Tout le monde. Il n'y a pas de restriction, que je sois un professionnel, que je sois un proche, un ami, ou que je sois atteint moi-même d'une déficience intellectuelle et d'un trouble psychiatrique, je peux faire appel. Les problématiques prises en charge, donc il faut bien savoir que l'interface ne prend pas en charge. Il s'agit ici d'une simple orientation après une analyse de la situation auprès de la ou des personnes demandeuses. Et toutes les personnes concernées par la situation sont évidemment les bienvenues pour l'exposé de la problématique rencontrée. Lorsque j'entendais tout à l'heure Sandra Del Pupo évoquer les concertations, c'est vrai que en ce qui concerne, je me reconnais très fort dans cette fonction de concertation, puisque mon but c'est de mettre les personnes autour de la table et de multiplier les forces vives pour justement à un moment donné arrêter de découper tout le travail et que chacun fasse le travail dans son coin. Donc, c'est quelque chose qui parle et qui a vraiment du sens, en tout cas. Une fois les besoins ciblés, j'oriente vers le circuit de soins le plus adapté, que ce soit le circuit de soins double diagnostic ou vers les services de santé mentale, les médecins traitants, les équipes mobiles, le milieu hospitalier ou le réseau Réalisme. Alors ici, c'est une diapo finalement du circuit double diagnostic avec la fonction d'interface qui est relativement la fonction qui est la plus centrale, mais évidemment, tous les partenaires sont en lien les uns avec les autres. Et si vous devez entrer dans le circuit double diagnostic par un autre biais que la fonction d'interface, c'est très bien et ce n'est pas un passage obligé. La fonction d'interface étant assurée par une seule personne, quand il y a des congés, il faut quand même que le circuit puisse tourner. Et donc, l'idée, c'est que chaque intervenant du circuit peut être amené à être appelé. Donc, vous voyez, il y a la CMI Hirondelle, il y a les équipes mobiles double diagnostic, il y a le service hospitalier des personnages, il y a également des collaborations avec les trajets de soins internés, les équipes mobiles de manière générale et tous les partenaires concernés. Donc, c'est vraiment dans tous les sens. Alors, l'interface a un petit peu cette fonction de fil rouge. Disons que je dis souvent aux familles qui sont seules dans les situations que si besoin, si un jour elles ont un problème, elles se posent une question par rapport à leurs proches, l'interface est là pour y répondre. Je n'ai pas toujours la solution à proposer à ce moment-là, mais c'est vraiment la personne de contact. Si je ne sais pas vers où aller, l'interface est la personne de contact qui pourra à un moment donné me guider et me donner la direction à prendre. Les situations sont analysées au cas par cas, donc il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de réponse type. Il s'agit réellement d'une prise en charge sur mesure. Donc, je rappelle ici, je dis prise en charge, mais la prise en charge se fait également via du tuilage, mais chez moi, ce sera uniquement l'orientation. Alors, l'orientation n'implique pas de suivi, mais la possibilité de contact dès que le besoin est présent. Donc, tant que la personne rentre dans les critères d'accessibilité au circuit, il n'y a pas de souci. Donc, de 10 à 65 ans, voire de 16 à 65 ans et plus, il n'y a aucun souci. L'interface peut être sollicitée. Alors, au niveau des partenaires naturels, je collabore, pour ne pas dire que je binôme, parce que je pense que c'est vraiment ça, avec les agents d'intégration sociale du bureau régional de la VIC, branche handicap de Liège. Pourquoi? Parce qu'avant la mise en place du circuit, il avait été observé qu'énormément de jeux de ping-pong se réalisaient entre le service, enfin plutôt le secteur psychiatrie et de l'autre côté le secteur handicap. Et avec les agents du bureau régional, on a décidé que ce serait peut-être bien de se mettre autour de la table pour les situations. Donc, lorsqu'il y a une situation dans laquelle il y a un trouble psychiatrique ou un trouble de santé mentale, et à côté de ça, on peut percevoir cette idée de logement qui se cache derrière ou d'activité, de manière générale, on binôme dans 90% des cas et on va ensemble rencontrer les personnes pour évaluer la situation.
Il y a également les partenaires du circuit de soins à double diagnostic, comme j'en ai parlé, donc parallèle, l'équipe mobile du plateau d'orientation, le service hospitalier des personnels, mais également les médecins généralistes, les psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, services de santé mentale, la coordination de soins de réalisme, les équipes mobiles du RESM et de Fusion Liège, les coordinateurs du réseau justice, alors les services d'accueil de jour pour adultes, les services résidentiels pour jeunes, les services résidentiels pour adultes et les services agréés et financés par une autorité étrangère. Donc ça, ce sont essentiellement les institutions qui accueillent des personnes avec une nationalité française. J'ai collaboré également avec des écoles, des internats, des maisons de repos et de soins et bien plus encore. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Anne-Catherine, pour cette présentation magistrale. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Vous voyez, c'est l'idée ici de ces deux premières présentations, c'est de mettre en évidence deux dispositifs qui fédèrent les partenariats entre institutions et les collaborations entre institutions de différents secteurs pour pouvoir justement prendre en charge de manière globale les besoins des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes. Alors maintenant, nous allons pouvoir avoir une présentation des équipes de soutien aux épidémies, alors de soutien aux professionnels. Et là, je m'adresse à Amandine et Virginie Simonis, Amandine Stassen et Virginie Simonis. Donc Virginie, toi tu es à l'OSTEF? Oui, tout à fait. Voilà. Et Amandine Stassen qui est à Host. Donc c'est l'Host, enfin vous allez expliquer ça de manière plus précise. Host, qu'est-ce que ça signifie et comment sont nés ces projets d'Outbreak Support Team. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, je vais prendre la parole puisqu'Amandine est au téléphone. Donc voilà, donc nous on fait partie des équipes de soutien aux épidémies, les Outbreak Support Team. Donc c'est Cécile qui parle. Oui, c'est Cécile, pardon. Oui, je fais partie de l'OST de Liège avec Amandine. Donc voilà, on nous appelle souvent les OST, donc équipe de soutien aux épidémies. Ici, la VIC, en septembre de l'année passée, a décidé de mettre en place des équipes de soutien, d'aide pour toute collectivité qui aurait besoin d'aide pour gérer les cas Covid. Donc, il y a une ou deux équipes par province. Donc, ici, en province de Liège, on a deux équipes. Donc, on a l'OSTEF qui se situe sur l'arrondissement de Verviers, qui est coordonné par le cercle de la GEF, donc de médecine générale de Verviers. Et alors l'OST Liège Centre et Ouest qui gère l'arrondissement Liège, Ouy et Waremme. Donc on est coordonné par le cercle GLAMO, donc de médecine générale liégeois. Donc voilà, vous avez les coordonnées. Donc dans nos équipes, elles sont constituées donc, de médecins coordinateurs qui sont répartis sur le territoire et alors d'infirmières et d'administratifs. Donc, pour les horaires, on est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Les bénéficiaires cibles, donc c'est toutes les collectivités qui auraient besoin d'aide. Donc, par exemple, on collabore beaucoup avec les maisons de repos et de soins, les écoles, les PSE, les clubs sportifs, voilà, un peu toutes les collectivités. Donc, notre objectif, c'est de conseiller sur la prise en charge d'un cluster, de clarifier les recommandations COVID en fonction du terrain, parce qu'on sait que parfois, en fonction de l'agencement d'une structure, les recommandations ne sont pas applicables telles quelles. Donc, voilà, on aide un peu là-dessus. Et qui peut faire appel à nous, tous les professionnels qui encadrent les collectivités, que vous soyez médical ou pas, on est vraiment là pour aider. Et grâce à notre expertise médicale, on peut vraiment donner des conseils appropriés et on a beaucoup d'expérience vu qu'on collabore avec beaucoup de secteurs.
Donc, voilà un peu comment on est répartis au niveau de la province de Liège. Donc, Liège Centre-Ouest, notre équipe, qui est sur Liège-Ouiwarem, et alors l'Est francophone qui est sur l'arrondissement de Verviers, avec nos coordonnées. Pour la durée de prise en charge, ça va un peu varier en fonction de la durée d'un cluster. Parfois, il suffit de quelques coups de téléphone et une visite sur place. Parfois, ça prend un peu plus de temps parce que l'épidémie est difficile à gérer. Donc, voilà, on reste le temps de la durée du cluster. Pour les problématiques prises en charge, ici, c'est essentiellement COVID-19. Notre fil rouge, on travaille en collaboration avec l'AVIC. Donc, ils ont aussi une équipe de surveillance des maladies infectieuses, l'équipe Survmi. Donc, on collabore beaucoup avec eux pour gérer les clusters, pour voir qui s'occupe de quoi. Et alors, nos partenaires naturels, c'est un peu les autorités communales, les autorités provinciales, les gestionnaires de collectivités. Donc, on a toutes les semaines une réunion avec la cellule du gouverneur pour parler un peu de tous les clusters sur la province de Liège. Et c'est comme ça qu'on se répartit un peu les missions entre l'AVIC, Survmi et nous. Et voilà. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter. Non, je pense que tu as tout dit. Juste, la seule chose, c'est qu'à la base, on est effectivement là pour répondre aux questions Covid-19, mais aussi de plus en plus à toutes les autres épidémies. Donc, entre autres, épidémie de Galles, on est allé sur les inondations. Voilà, à la base, c'est la Covid-19, mais on s'étend un peu sur d'autres choses. Merci. Oui, c'est vrai, c'est équipe de soutien aux épidémies, pas que au Covid. C'est ça. Est-ce que votre diapo est terminée ou... Oui, je vais arrêter le partage. Ça va, je vais le faire. Merci beaucoup. J'avais juste deux, trois petites questions, si vous êtes d'accord. Par rapport au cluster, hein, on en parle beaucoup, mais c'est quoi un cluster? À partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de cluster ou qu'on peut faire appel à vous, en fait? Ça dépend de la collectivité. En fait, on peut faire appel à nous, même sans qu'il n'y ait de cluster. En fait, toutes les questions qui se posent sur la Covid-19, on est là et on répond. Maintenant, un cluster, officiellement, selon Survmi, c'est des 2 cas dans une collectivité. Mais vous avez des petits clusters et des gros clusters. Ça dépend surtout du pourcentage de cas. Et vous venez un peu en soutien des professionnels, mais vous venez sur un soutien médical, un soutien organisationnel, un soutien... Soutien surtout quand on descend dans les collectivités, c'est surtout aller voir avec eux ce qui peut être mis en place pour éviter que le cluster ne se répande, ou en tout cas pour limiter les infections dans l'établissement. On répond aussi à tout ce qui est question, que ce soit au niveau scientifique, mais aussi sur tout ce qui est recommandations. Donc, comme vous le savez, les recommandations, elles arrivent un peu de toutes parts et parfois ne sont pas toutes identiques. Donc, vous avez parfois, pour la même chose, trois recommandations, une qui vient de l'AVIC, une qui vient de Sciences Ano, une qui vient de l'ONE, et parfois des informations contradictoires. Donc, notre rôle aussi, c'est de pouvoir voir ce qui est le plus important pour les collectivités, ce qui peut les aider et comment on peut orienter ces recommandations pour qu'elles soient applicables dans les collectivités. Donc voilà. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Et puis, il y a tout un pan aussi où on peut répondre aux questions sur les obligations actuelles, donc sur la vaccination, sur le Covid-19, etc. Donc, c'est parfait. Et on collabore avec beaucoup d'équipes. Donc, quand on voit qu'il y a par exemple un besoin en santé mentale ou quelque chose comme ça, on peut faire remonter les infos plus haut ou aller trouver des équipes qui pourraient répondre aux besoins et nous, on ne sait pas répondre. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation courte, mais très claire. Merci beaucoup.
On va passer à la présentation suivante qui sont en fait de dispositifs de soins intégrés chroniques. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le langage un peu pratico-pratique qu'on utilise, des projets Rélian et Chronicopole. Alors, c'est une présentation conjointe. Qui fait la présentation? Qui va parler? Comme ça, on peut identifier les personnes. Donc, en fait, il y aura, on va se partager la parole. Donc, il y aura, moi, je vais présenter une partie. Donc, Annick Van den Bos pour Rélian, Céline Werner pour le Chronicopole. Et alors, il y aura Marilène Bosty qui présentera le relais maladie chronique. Et puis, il y aura les deux case managers qui présenteront aussi leur travail, donc Thérèse Lerut et Delphine Poncelet qui présenteront. Donc, on se passera la parole en fait pendant la présentation. Parfait. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Donc, du coup, je laisse Céline Werner qui, voilà, c'est celle qui fait l'intro. Céline qui fait l'intro, ok. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Céline Werner et je représente le Chronicopole. Donc, je coordonne le projet Chronicopole depuis 2018. Alors, on va commencer par vous présenter les objectifs de nos projets, donc du Chronicopole et de Rélian. Donc, ce sont des projets pilotes de soins intégrés qui visent l'amélioration globale de la prise en charge des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Et donc, depuis 2018, il y a 12 projets en cours. Donc, si vous voulez les connaître, vous pouvez aller voir sur intégreo.be. En ce qui concerne l'intégration, on vise à la fois l'intégration horizontale des soins. Donc, il s'agit de favoriser la prise en charge multidisciplinaire et en même temps l'intégration verticale, donc favoriser la continuité de la prise en charge entre les différentes lignes de soins. Et donc, vu qu'on ajoute des dimensions psychomédico-sociales par rapport à une conception uniquement paramédicale, on parle de l'aide et des soins intégrés. Donc, en ce qui concerne les objectifs généraux des projets, on essaie de tester des solutions qui favorisent la prise en charge des personnes atteintes d'affections chroniques. Donc, pour ça, on a toute une série d'actions qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et on travaille à une collaboration renforcée entre les prestataires de l'aide et du soin et le malade chronique, ainsi que ses aidants proches. En ce qui concerne la philosophie des soins intégrés, on suit le modèle du quadruple aim. Donc, toutes nos actions doivent suivre ces composantes. Donc, on doit améliorer la qualité de vie des patients et des aidants proches. On doit favoriser une population en meilleure santé plus longtemps et une utilisation plus efficiente des moyens disponibles, tout en améliorant la qualité de vie des professionnels. Donc, au niveau des partenaires, on voit ici, pour justement arriver à des soins intégrés, des partenaires, des projets devaient venir vraiment de tous les d'horizons très différents. Donc, vous voyez d'une part qu'on a des partenaires qui viennent plutôt donc des mutuelles, des départements universitaires, des associations de soutien, donc telles que la LUS, l'AIGS pour tout ce qui est réinsertion socio-professionnelle, entre autres, les centres locaux de promotion de la santé, les autorités locales, les CPAS. Il y a aussi donc toutes les plateformes ou les structures de concertation existantes, style les projets 107, donc ici Fusion Liège, la plateforme de soins palliatifs, le GLS6, les RML qui s'occupent des trajets de soins, diabète et insuffisance rénale chronique, et la CPLCS donc, qui assure la collaboration entre les services sociaux des hôpitaux et les centres de coordination. Je ne vais pas dire en gros, l'abréviation, c'est la commission pluridisciplinaire pour la continuité des soins. Voilà. Et donc, il y a tous les hôpitaux, donc au niveau pour Rélian, c'est tous les hôpitaux de la zone de Liège, le CHR de la Citadelle, Isocel, le CHU, avec le CNRF aussi qui en fait partie, le CHC, le Bois de l'Abbaye et la clinique André Renard. Et puis après, il y a toutes les associations de médecins généralistes, les maisons médicales, les infirmiers, les kinés, donc tous les intervenants de première ligne en fait, qui sont représentés aussi dans nos structures. Et donc, ils sont tous membres. Donc, on a créé des ASBL. Donc, il y a une ASBL pour le Chronicopole et pour Rélian. Et toutes ces structures sont partenaires des deux ASBL. Alors, en ce qui concerne la zone d'action, les deux projets couvrent les deux zones que vous voyez sur la carte. Donc, en ce qui concerne le Chronicopole, c'est toute la zone en violet qui recouvre en principalement la zone du Condro, mais qui remonte jusque Blény et qui va jusque Buis. Donc, c'est une zone rurale, voire semi-rurale, d'environ 232 000 habitants.
Et donc pour Rélian, c'est la zone de Liège, donc les communes de Liège et de Serein, ce qui représente à peu près 260 000 habitants. Et donc la spécificité aussi entre les deux projets, c'est que Liège forcément et Serein, c'est des zones plus urbaines et aussi avec une population qui a quand même il y a une grosse proportion de personnes qui ont des caractéristiques socio-économiques plutôt défavorisées. Et donc c'est pour ça aussi que les projets parfois les actions peuvent être les mêmes dans les deux projets, mais doivent être adaptées forcément au niveau de ces réalités locales aussi. Alors, en ce qui concerne le groupe cible, pour le Chronicopole, c'est toutes les personnes malades chroniques. Donc, on entend par là les personnes avec le statut affection chronique de la mutuelle, les personnes qui ont un contact avec un médecin généraliste, qui ont consommé plus de 3 médicaments sur une durée de 6 mois et ou au moins avec une affection chronique. Donc, on retrouve toutes les maladies chroniques au sens large. Et dans le projet Rélian, c'est toute personne qui présente une maladie chronique. Au début, quand on a commencé, peut-être que vous avez entendu à un moment donné un autre groupe cible, mais on a réélargi, en fait, on peut dans nos projets adapter les groupes cibles. Et donc ici, c'est toute personne malade chronique qui est associée à une souffrance psychique. Donc il ne faut pas de diagnostic, ça peut être une souffrance psychique constatée pendant une consultation ou un contact avec la personne. Donc ça, il n'y a pas de critères très stricts ou limités par rapport à ça. Alors, concernant les actions, on va juste vous les citer brièvement et on va se concentrer après sur quelques actions communes au projet et qui nous intéresseront particulièrement dans le cadre de cette présentation. Donc, pour le Chronicopole, on a des actions qui sont propres au projet et des actions qui sont en commun avec Rélian. Donc, dans les actions propres au Chronicopole, on retrouve le dépistage et le traitement de l'apnée du sommeil, le dépistage et le suivi des rachialgies, le dépistage et le suivi des fragilités, une application mobile pour patients atteints de sclérose en plaques, la prise en charge globale pour patients atteints d'une pathologie neurologique, et on travaille dernièrement sur de la littératie physique, donc pour les patients qui bénéficient d'activités physiques adaptées. Et donc, au niveau de Rélian, on propose des formations aux outils PBI, donc le plan de besoins individualisé et l'outil ELADEB. Donc, ces deux outils pour prioriser les besoins des patients. On organise aussi des séances d'éducation thérapeutique de groupe pour les patients en fonction de certaines pathologies, en fait. Et alors, il y a aussi une action mais c'est en cours de construction, de réconciliation médicamenteuse à la sortie d'une hospitalisation. Donc, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de médication, que le patient passe par l'hôpital et retourne à son domicile, qu'il n'y ait pas de doublons ou voilà, qu'il ne prenne pas 2 fois le même traitement. Et je te repasse la parole à Céline, en fait, pour les actions communes. Et donc, pour les actions communes, donc on en a quand même une grande partie qui sont en commun entre nos deux projets. On a le relais maladie chronique qu'on va vous présenter tout à l'heure, la carte contact ADOM qu'on va vous présenter aussi, la révision médicamenteuse, le case management qu'on va vous présenter, l'activité physique adaptée, le dépistage de la rétinopathie diabétique, une fonction liaison hôpital-domicile et le trajet post-Covid. Et je laisse la parole à Marie-Hélène Bosley, qui est la répondante du relais maladie chronique. Bonjour, voilà, je vais vous présenter le relais maladie chronique. Donc, c'est la ligne téléphonique qui est commune, évidemment, au Chronicopole et à Rélian. Cette ligne téléphonique est ouverte du lundi au vendredi. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30 et le mardi et jeudi de 13h à 16h. Il y a un répondeur, évidemment, on peut laisser un message à n'importe quel moment. Je prends plusieurs fois par jour les messages. Au niveau des objectifs aussi du relais maladie chronique, c'est surtout d'informer sur les droits et l'aide existante aux patients, à leur famille, orienter vers un service prestataire où c'est nécessaire assurer le relais, et assurer aussi le suivi de la demande auprès du patient ou des prestataires de soins. Donc, en somme, quiconque peut appeler la ligne téléphonique, qu'on soit patient, qu'on soit aidant proche, qu'on soit prestataire de soins, qu'on soit d'un service social des hôpitaux ou des équipes mobiles, tout le monde peut appeler la ligne téléphonique. Et donc, voilà. Merci. Alors, on travaille aussi sur le projet de la carte Contact ADOM. Donc là, c'est une collaboration avec le GLS6, la CPLCS, la plateforme de soins palliatifs,
et le projet Rélian et Chronilux. Donc là, c'est une ancienne version de la carte, mais on vient de la mettre à jour avec les nouveaux logos et donc le logo de Chronilux aussi, qui est un autre projet de soins intégrés. Et donc, c'est une carte qui permet de faciliter l'identification du réseau d'aide et de soins du patient, de sa médication, de ses allergies et de ses souhaits de fin de vie. Ça nous permet de faire connaître les projets de soins intégrés grâce à un produit d'appel. Et on va commencer une phase de test à partir de janvier 2022. Et Céline, je peux t'interrompre oui. Justement sur cette carte. En fait, l'idée, c'est que cette carte, le patient l'est en permanence sur lui, oui. qu'il puisse être présenté aux autres professionnels. Enfin. Oui, donc c'est une carte que le patient va garder en permanence dans son portefeuille. Donc, elle sera un peu dans le format du permis de conduire. Et c'est une carte qui va être remplie soit par le patient, soit avec son aidant proche, soit avec son médecin généraliste ou la personne qui va lui distribuer. Et il pourra la montrer, par exemple, quand il va à l'hôpital, quand il va rendre visite chez son spécialiste, pour éviter de perdre du temps en demandant qui est le médecin généraliste, qui est le centre de coordination qui s'occupe du patient. Donc, ça permettra de regrouper toutes ces informations-là pour qu'elles soient disponibles le plus rapidement possible. Merci. Alors, bonjour, donc moi c'est Thérèse Leruc, je suis une des deux case managers, l'autre est Delphine Poncelet, juste ici à ma droite, je ne sais pas si on me voit. Voilà, donc je vais vous présenter, j'espère, assez rapidement notre travail. Donc, l'objectif du case management est de rétablir et de stabiliser la situation de soins du patient de façon à pouvoir revenir à un processus de soins et de bien-être de qualité. Donc, pour ce faire, notre intervention pourra porter sur différents facteurs qui interfèrent avec le processus de soins. Donc, facteurs environnementaux, on peut imaginer travail au niveau du logement, au niveau administratif, au niveau financier. Voilà. Ce travail se réalise toujours en collaboration étroite avec la personne et avec le réseau professionnel ou personnel déjà présent ou qui sera activé en fonction des besoins. Donc, dans ce cas, nous jouons un rôle d'agent pivot ou de facilitateur de réseau. Elles sont dans un ordre qui n'est pas le bon à la base. Donc, je reprends. Donc, au niveau de... Tu peux peut-être passer à la slide suivante. Encore? Non, il faut dire en arrière. Je suis désolée, on a un peu de... Donc, au niveau des patients que nous prenons en charge, donc, il faut que ce soit évidemment des malades chroniques. Donc, comme on l'a dit, tout type de maladie chronique peut être prise en charge avec des maladies d'au moins, en gros, des maladies de plus de 6 mois de durée. Tu sais encore. Oui, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, une souffrance psychique doit être reconnue. Maintenant, nous ne demandons pas d'attestation de certificats médicaux. Parmi les autres caractéristiques, il s'agit presque toujours de personnes vivant une situation complexe. Alors, par situation complexe, juste celle avant, oui, je suis désolée. Donc, on peut définir la situation complexe de la manière suivante. Donc, c'est une situation pour laquelle la présence simultanée d'une multitude de facteurs médicaux, psychosociaux, culturels, environnementaux et ou économiques sont susceptibles de perturber ou de remettre en cause la prise en charge d'un patient, voire d'aggraver son état de santé. Alors, plus concrètement, ce que l'on retrouve régulièrement parmi nos patients, donc il y a une instabilité des troubles psychiques et ou psychiques, une absence de réseau ou un réseau en souffrance, donc des professionnels ou une famille dépassée par la situation, une non-adhésion au traitement ou un refus de soins, des hospitalisations à répétition et ou inadéquates, un nomadisme médical et ou psychosocial, des difficultés sociales importantes, difficultés financières, accessibilité à la sécurité sociale, logement, et des pathologies multiples, parmi dépendance comprise ou double diagnostic. Voilà, évidemment, chaque patient n'a pas l'ensemble de ces caractéristiques, mais voilà, ce sont des tendances que l'on peut retrouver. Alors, faire appel au case manager ou aux coordinatrices d'aide et de soins à domicile. Donc ça, c'est une
Question récurrente qui nous est posée, quand faut-il faire appel à des coordinateurs de soins à domicile et quand faut-il faire appel à nous? Donc, ça, on va être clair, en vue du maintien à domicile, en vue de la mise en place d'un réseau d'aide et de soins, la priorité est de faire appel aux services de coordination. Oui, s'il te plaît. C'est ça. Plutôt nous appeler quand le réseau est en souffrance, et ce, malgré la présence d'un service de coordination. Lorsque le réseau est absent ou insuffisant par manque de confiance du patient, lorsqu'un premier travail d'analyse doit être fait avec le patient avant de mettre un réseau en place ou d'étoffer le réseau. Et si vous pensez que nous pourrions être utiles sans en être certains, contactez-nous. Voilà, nous appeler quand les services de coordination seuls ne suffisent pas ou quand le patient, dans un premier temps, n'est pas d'accord pour la mise en place de services. Je vais un peu m'éloigner des dias. Nous rencontrons les patients généralement à leur domicile, ou en tout cas sur leur lieu de vie. Premier travail est fait avec eux pour essayer de déterminer leurs besoins. Et donc pour ça, nous avons deux outils qui sont l'ELADEP ou le PBI. On utilise l'un ou l'autre en fonction des situations, de la capacité de la personne à verbaliser notamment. Et vraiment, avec la personne, on essaye de faire un tri, d'essayer de clarifier sa situation et ses demandes, en constatant que parfois, si la prise en charge ne fonctionne pas, c'est parce qu'en fait, le patient n'a pas forcément été écouté et que ses priorités à lui ne sont pas toujours les priorités du réseau qui est mis en place. Voilà, donc c'est vrai que par rapport à des services de coordination notamment, on a une possibilité de se rendre régulièrement chez la personne dans les premiers temps de la prise en charge, et peut-être aussi une flexibilité qui nous est propre. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à notre travail. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. C'était Thérèse qui parlait, c'est ça? Merci beaucoup. De toute façon, tous les PowerPoint ici présentés seront centralisés et mis à disposition. Si vous voulez en disposer, on mettra sur le site de Réalisme. J'imagine que sur vos sites respectifs, il y aura aussi moyen de les consulter, de les avoir. Oui, tout à fait, oui. Voilà. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des malades chroniques qui s'ignorent? Vous voyez ce que je veux dire? Probablement, dans le sens où vous pouvez être porteur d'un diabète, par exemple, et ne pas le savoir. Ouais. Voilà. Mais pour notre prise en charge, c'est généralement, c'est toujours des personnes qui le savent. Oui, ça. Alors, c'était peut-être une manière de faire la transition avec les facilitateurs de santé qui travaillent justement auprès des personnes qui sont les plus éloignées des soins. J'arrête votre partage d'écran, ça va? En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation qui est très, très dense. Je crois qu'on aura l'occasion de reprendre ce que vous avez présenté pour pouvoir mieux se l'approprier parce que c'était vraiment très dense et très intéressant. Donc, je pense que c'est Christine Geron qui va prendre la parole ou pas? Oui, Christine. Donc, voilà, je faisais une petite transition par rapport justement entre autres, aux malades chroniques qui s'ignorent et donc qui sont éloignés des soins de santé, que votre dispositif à vous est justement soucieux des personnes les plus éloignées des soins de santé. Alors, je te laisse présenter, Christine. Oui, merci. Vous voyez bien le PowerPoint?
Oui. Il est en grand, là? Oui, mais tu peux le mettre à partir du oui, début. voilà. Oui, OK. C'est lancé. C'est bon, non? Voilà, non? Oui, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Oui, super. Donc, effectivement, moi, je suis coach de facilitateur en santé sur le territoire de Verviers. Aujourd'hui sont présents également les 3 facilitateurs de Verviers et Olivier qui, lui, est sur Eupen. L'équipe de Liège ne savait pas être présente aujourd'hui, mais ce que je vais vous expliquer, c'est valable pour les 3 régions, c'est-à-dire Liège, Verviers, Dizon et Eupen-la-Calamine. Donc, d'abord, le contexte du projet. Vous savez tous qu'il y a vraiment des inégalités importantes d'accessibilité aux soins de santé de première ligne, principalement pour les publics les plus vulnérables au sens large. Et ces inégalités, elles ont été exacerbées par la crise du Covid, avec un point d'attention sur une difficulté d'information claire et précise sur le Covid et plus spécifiquement sur les enjeux de la vaccination. Donc ça, c'est un contexte qui remonte à l'année dernière. Et donc, c'est un projet pilote qui a vu le jour sur le terrain depuis le mois de mai. Et je vais vous expliquer un peu les objectifs du projet. Donc, l'objectif, forcément, c'est d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé de première ligne pour ces groupes vulnérables et principalement dans les quartiers aux revenus les plus faibles. Les principaux objectifs opérationnels, c'est d'identifier les obstacles. D'une part, c'est que les personnes puissent reconnaître elles-mêmes la nécessité de soins, quels qu'ils soient, que ce soit préventif, vaccination et santé au sens large, et la réduction de ces obstacles. Les obstacles, ils peuvent vraiment être de plein d'ordres différents. C'est également de pouvoir orienter les personnes vers les acteurs institutionnels de soins, que ce soit des médecins généralistes, des maisons médicales, des dentistes, des mutuelles, l'ONE, CPAS. C'est vraiment pour se remettre en ordre sur le chemin d'une meilleure santé. C'est d'aider ces groupes vulnérables à utiliser les services de santé en leur rappelant leur rendez-vous, en assurant un suivi de leur rendez-vous, en leur rendant confiance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois ne se sentent plus en confiance dans les soins de santé, ou parfois en étant simplement une oreille attentive. Un autre objectif, c'est de renforcer leur connaissance en matière de santé avec une attention particulière au COVID. Et un autre enjeu de la part des facilitateurs, c'est de bien signaler les inégalités rencontrées sur le terrain, les types de problèmes d'accessibilité rencontrés et de les remonter de manière structurelle. Donc, ce projet pilote dont je vous parle, on travaille dessus depuis des mois, mais les facilitateurs sont sur le terrain depuis début mai, après un recrutement, une formation, etc. Et ils prenaient part normalement fin décembre, puisque c'est un projet de 9 mois, mais je suis là aujourd'hui aussi parce qu'il est reconduit pour au moins 1 an. Donc, nous continuerons d'être présents et de développer les synergies dont je vais vous parler juste après. C'est une gouvernance fédérale, mais dont la coordination est demandée aux organismes assureurs. Donc, ce sont les mutuelles de santé qui ont en charge la coordination des projets sur le territoire. Le budget, il a été alloué pour le déploiement de 50 CHW, comme on dit, mais nous, on les appelle plutôt des facilitateurs en santé. On trouve ça beaucoup plus parlant, dans des quartiers et des communes ciblées. Alors, le ciblage, il a été effectué par territoire et en fonction des revenus moyens par habitant. Donc, il a été décidé de ne pas saupoudrer ces 50 équivalents temps plein sur tout le territoire belge, mais plutôt de cibler des zones où les besoins étaient les plus importants. Donc, nous n'allons pas en zone rurale, simplement parce que le projet est pilote. Il n'est pas dit qu'on n'ira jamais, mais pour le moment, des zones ont été ciblées comme Liège. Donc, Liège, c'est vraiment le territoire de Droix, Saint-Nicolas, Outremeuse, Saint-Léonard, et ça va jusqu'à Serrat et Saint-Nicolas. Sur Verviers, c'est le Grand Verviers et Dizon, mais les quartiers, évidemment, les plus précarisés. Donc, ça va être Préjavet, Audimont,
Orzival, Verviers-Centre, disons, Stambert. Et nous venons d'élargir à Pep-Aster suite aux inondations. Et Eupen avec principalement la Calamine. Mais il y a du travail sur les deux communes. Donc voilà une carte de la répartition en Wallonie. Donc je vous ai parlé du côté francophone. Et la troisième zone identifiée côté francophone, c'est Charleroi, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais il fait partie du projet. Donc voilà, ça ce sont simplement des cartes, je vous les passe. Pour la région germanophone, l'étude a été un peu différente, mais donc c'est ça qu'on a identifié, Eupen et la Calamine. Pour la création de ce projet et tout au long de son fonctionnement, nous sommes accompagnés et nous avons des partenaires vraiment essentiels comme le réseau wallon de lutte contre la pauvreté qui est depuis le début du projet présent, mais qui continue de nous accompagner notamment avec son comité d'accompagnement, de la formation, de l'intervision des facilitateurs en santé et des coachs et un soutien opérationnel. Et la Fédération des maisons médicales a également pris part à la mise en place du projet et maintenant, c'est plutôt des partenaires de terrain. Alors, qui sont les facilitateurs en santé? Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur la dia précédente, ils sont 7 à Liège, 3 à Verviers et du côté germanophone. Alors, qui sont-ils? Ce sont des profils de pères aidants, c'est-à-dire ce sont des personnes qui aident leurs homologues, je vais dire, leurs citoyens, les citoyens de leur quartier. Donc, ce sont des personnes qui sont issues des quartiers ciblés, qui forcément savent s'exprimer correctement en français et aisément. Et s'ils ont des connaissances de langue supplémentaires, c'est forcément un atout. Vous l'imaginerez très bien, on est très, très souvent confronté à Verviers, notamment à beaucoup d'autres langues. Ce sont des personnes qui ont des capacités aisées pour rentrer en conversation et écouter les personnes qu'ils rencontrent. Et je ne vais pas vous citer tous les points, mais qui, par expérience personnelle ou professionnelle, ont déjà été en lien avec des problématiques de terrain d'accessibilité aux soins de santé. Voilà, dans les grandes lignes. Alors, concrètement, quel est leur rôle? Ils doivent d'abord se faire connaître et approcher activement les familles vulnérables du quartier. Comment? En étant présents dans les lieux de rencontre et les établissements de soins et les structures du territoire, en effectuant des permanences dans certaines structures, beaucoup de maraudage, effectuant des rendez-vous et en participant à des événements de vie du quartier. Ils sont présents, par exemple, sur le marché, dans une donnerie organisée par le plan de cohésion sociale, enfin, dans différents événements de vie du quartier. Ils peuvent aussi également diffuser de l'information grâce à des outils mis à leur disposition. Par exemple, ils vont dans des cours d'alphabétisation, donner une petite animation sur la sécurité sociale et ce qui leur permet de rentrer en contact avec le public des cours d'alphabétisation. Ils effectuent effectivement des visites à domicile, soit programmées parce qu'ils ont rendez-vous avec une famille, avec des bénéficiaires. Et j'ai mis porte-à-porte également parce que suite aux inondations, nos missions ont un petit peu évolué ou ont été modifiées, en tout cas pendant cet été, dans la phase aiguë. Et donc, ils ont intégré notamment la plateforme Psy-Afibes et ont été frappés à toutes les portes dans les quartiers sinistrés pour relever les besoins en santé au sens large, mais aussi les besoins de suivi psychologique. C'est un peu comme ça qu'on s'est connus, je pense. Alors, un autre rôle, c'est d'établir des contacts de proximité. Donc, ils doivent écouter les questions et détecter les besoins des familles en demande et effectuer les suivis. L'objectif, ce n'est pas de remplacer des services déjà existants, mais plutôt de faire le pont entre les structures qui existent et de remettre les citoyens en confiance vers un chemin d'une meilleure santé. Alors, un chemin d'une meilleure santé, ça peut simplement être se remettre en ordre mutuel, ça peut être s'inscrire au CPS,
Ça peut être une demande d'aide médicale urgente pour des personnes sans papier, trouver un logement pour la nuit. Ça va vraiment dans tous les sens. Ça peut être s'inscrire en maison médicale, ouvrir un dossier médical global, etc. Donc, voilà, un autre rôle, c'est d'informer, de conseiller, d'orienter et d'accompagner, si besoin, les familles pour une prise en charge professionnelle sur base des connaissances à leur disposition. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ils doivent également signaler les problèmes structurels qu'ils rencontrent à travers les réunions de briefing, de coordination et d'intervision avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et alors, ils ont effectivement des intervisions et des formations tout au long de leur travail sur le terrain en fonction des difficultés rencontrées. Concrètement, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, ils ont pris leur fonction mi-mai, comme je vous le disais, après une formation, une petite formation commune, puisque c'est un nouveau métier et que donc tout le monde découvrait un petit peu le travail auquel nous allions être confrontés. Ils ont pris connaissance du terrain par des maraudages, mais également en rencontrant tout le réseau associatif du territoire sur lequel ils se trouvent, afin de présenter le projet, puisque pas grand monde ou presque personne ne connaissait ce nouveau projet, et de développer des synergies. Donc, d'une part, c'était un enjeu pour eux de connaître les missions de chaque service pour pouvoir orienter efficacement les personnes rencontrées sur le terrain, et d'autre part, aller chercher dans ces structures des personnes qui avaient besoin d'un accompagnement que la structure en question ne pouvait pas toujours assurer jusqu'au bout ou dans les moindres détails. Ils assurent des permanences dans différentes structures, comme à la Croix-Rouge notamment depuis le début du projet. Ils rencontrent les personnes en difficulté et les informent, les orientent et les accompagnent. Donc, ils ont pas mal de rendez-vous sur le terrain. Ils recensent les problèmes structurels et le reste, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Quelques exemples de suivi individuel. J'ai parlé de remise en ordre administratif. C'est un type de suivi qu'on rencontre très régulièrement. Il y a également des accompagnements dans des démarches administratives plus complexes. Ça peut être un suivi chez un avocat, un suivi du SAJ ou du SPJ, la régularisation des droits, ça peut être médiation de dette, etc. Mais voilà, nous, c'est de l'accompagnement ou permettre aux personnes de se remettre en mouvement dans ces démarches-là. De la prise de rendez-vous chez tout type de médecin ou de suivi, soit de santé de première ligne au sens large. Ça peut être aussi aller traduire pour un premier rendez-vous. Donc, on n'est pas un service de traduction, mais comme il n'en existe pas beaucoup et qui ne sont pas faciles d'accès, c'est vrai que comme on a un facilitateur qui parle arabe, c'est parfois une facilité pour aider une personne à avoir des contacts. Oui, et du côté germanophone, on me fait un petit signe. La personne parle évidemment allemand, français et néerlandais. Et anglais, pardon. Des demandes d'aide médicale urgente, de reconnaissance de handicap, ça peut être la recherche d'un logement, donc on ne va pas arpenter les rues avec eux, mais on va les orienter vers des structures qui peuvent les aider à le faire. La mise en place de colis alimentaires, soutien psychologique et orientation vers les services adéquats. Et effectivement, mais vous voyez que ça se retrouve en dernier lieu, même si c'était un des objectifs de base, c'est toutes les démarches par rapport au Covid, parce qu'on est présent, ça fait partie de nos missions, mais ce n'est pas toujours les priorités en matière de remise en lien vers une meilleure santé. Surtout avec les inondations, on a tous été touchés sur nos 3 secteurs et donc forcément, ce n'est pas toujours la priorité de se soucier de sa vaccination, même si on est là et on les soutient. Quelque chose que je n'ai pas encore dit, c'est que les bénéficiaires, donc, ils peuvent nous contacter à force de rencontrer les facilitateurs en santé sur le terrain, mais on peut également être mis en contact avec des bénéficiaires par des travailleurs sociaux sur le territoire, dans les structures, au CPS, etc. Mais ça doit toujours être en
en accord et un souhait des bénéficiaires. Donc, ils doivent toujours être demandeurs et ça ne doit pas être une condition d'accès à un type ou l'autre de service. Nous, c'est vraiment en plus, c'est vraiment pour les aider dans leur démarche. Alors, qui sommes-nous? Comme ça, vous allez quand même pouvoir voir à quoi on ressemble, à quoi il ressemble, puisque moi, vous me voyez, pour pouvoir identifier peut-être des têtes que vous avez déjà vues passer sur le terrain. Donc, voici l'équipe de Verviers, avec et sans masque, puisque vous avez souvent l'occasion de les voir avec masque plutôt que sans. Donc, on a Noëlla, Anas et Océane. À Liège, ils sont un petit peu plus nombreux. On a Bino, Céline, Fatouma et alors Jessica, qui a une casquette double, elle est à mi-temps facilitatrice et à mi-temps coach. Et à partir du 1er janvier, elle sera coach de référence à temps plein sur les 3 zones. Et mes autres collègues coachs, donc Mme Kessler, Mardaga et moi-même, resteront à temps partiel sur chacun des secteurs. Et elle va coordonner le tout. Nous avons Lamia, Léna et Marie. Et il reste Vladimir et Dorothée, qui est la coach du côté liégeois. Alors à Eupen, nous avons le facilitateur qui est Olivier, qui n'a pas de caméra aujourd'hui parce qu'elle ne fonctionne pas, et Monique, que l'on voit tout en petit, la petite blonde sur le côté, lors d'une émission radio où nous présentions le projet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et sinon, les facilitateurs peuvent également répondre à vos questions. Plutôt pratico-pratique de terrain. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un service entièrement gratuit et ils ont des heures de travail de bureau, je vais dire entre 9h et 17h du lundi et vendredi, mais ils sont présents sur des événements de vie de quartier et donc ils sont régulièrement sur le terrain le week-end, mais n'effectuent pas de suivi de bénéficiaires le week-end. Merci beaucoup, Christine, pour cette présentation. Avec plaisir. Vous voyez, hein, avec tous ces dispositifs qui ont été présentés, il y a des articulations entre les dispositifs, hein, des espaces communs, mais aussi des espaces de complémentarité et aussi avec les institutions que vous représentez ici en tant que participants. Et l'idée ici, c'était vraiment de mettre en évidence le travail qui est mené, qui est peut-être un travail qui n'est pas visible, qui est beaucoup moins visible, mais qui est très, très important, ce travail de coopération, de concertation et de coordination des différentes institutions au bénéfice des usagers. Alors, moi, je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre question par rapport aux différentes présentations qui ont été faites? Alors, ce que je vous propose… J'ai une question peut-être. Oui, vas-y. C'est par rapport aux facilitateurs de santé. Peut-être que tu l'as dit, mais que je ne l'ai pas entendu. Est-ce que donc une personne peut appeler elle-même ou c'est à partir d'un service? Non, non. Tout le monde peut faire appel à nous. Les facilitateurs, ils ont des flyers et des cartes de visite avec leur nom. Et on les distribue. Ils les distribuent dans tous les lieux. Et sur le petit récapitulatif que quelqu'un de Réalisme a réalisé, il y a les coordonnées des coachs, mais je peux aussi les transmettre via le PowerPoint ou par mail, mais effectivement, n'importe qui peut faire appel à eux. Et donc, pour faire les démarches que vous avez citées, mais donc du coup, ça veut dire qu'ils ne sont pas tellement finalement… Non. J'imagine qu'au niveau des demandes… Alors, ça dépend. Les premiers mois, ça a été de se faire connaître et… et de connaître les structures de terrain. Maintenant, ils commencent à avoir pas mal de suivi et en fonction des demandes et de leur temps également, ils vont peut-être moins accompagner quand ils sentent que les personnes sont capables de se déplacer elles-mêmes sans nous, plutôt qu'ils ne sauraient pas accompagner tout le monde, mais ils font les liens entre les différentes structures, ils accompagnent une fois, s'ils ont le temps, ils peuvent le faire 2-3 fois, mais l'objectif, effectivement, c'est que les gens soient autonomes dans leur démarche à court terme ou à moyen terme de toute façon. Et donc, ils viennent vraiment… Oui, pardon.
Donc, ils viennent vraiment en appui aussi de certaines ASBL qui n'ont pas suffisamment de temps parfois pour accompagner c'est ça. toutes les Bien une personnes assistante sociale dans un CPS qui se fait un suivi d'un gros dossier, mais qui ne sait pas accompagner la personne pour une démarche. Et donc ici, on est plutôt le lien et on accompagne la personne. Et une fois qu'elle connaît le professionnel chez qui elle se rend, ben, la fois d'après, c'est beaucoup plus facile et on n'a plus besoin d'accompagner, quoi. Super, merci. Bah, c'est Merci. super. Merci. Alors, Sandra a une question pour toi, Christine. C'est ça, hein, Sandra? Oui, c'est ça. Mais c'est une petite réflexion que je me faisais quand je vous entendais décrire ce que ça représentait, cette fonction de facilitateur de santé. Et je me disais, est-ce qu'on pourrait imaginer, par rapport évidemment à la concertation en santé mentale, que pour un usager, ou plutôt ancien usager des services de soins en santé mentale, donc qui rentrerait dans le groupe cible que j'ai expliqué, mais qui serait peut-être en rupture de lien alors avec les services en question, une rupture assez récente. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le facilitateur de santé, étant au courant de l'existence de cette concertation en santé mentale, puisse peut-être sensibiliser aussi l'usager qui l'accompagne au fait que, en l'occurrence, certains problèmes, certaines difficultés, le fait qu'il avait du mal à se rendre aux consultations pour certains services, eh bien, pourrait être surmonté ou envisagé et approché différemment par une concertation avec les différents acteurs. Je réfléchis tout, mais je ne sais pas si on m'a compris dans ce que j'ai dit. Je n'ai pas très bien compris la question finale, mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, tout est possible en matière d'accessibilité aux soins à partir du moment où l'usager est demandeur. Oui, c'est ça. Oui, parce que oui, là, on se rejoint, puisque moi, dans le dispositif de concertation, c'est une condition essentielle. Hein, donc, que évidemment l'usager soit en accord avec l'installation du processus de concertation, mais je veux dire que peut-être que le facilitateur de santé, dans certaines situations, puisque ici, moi, la concertation en santé mentale, c'est assez spécifique, on parle chaque fois d'une problématique psychiatrique et d'un parcours spécifique quand même, mais je me dis que peut-être que de par le lien qui serait différent que le facilitateur de santé aurait auprès de cet usager-là, j'imagine en précarité, etc., il y a peut-être que ce serait le bon appui, la bonne accroche pour essayer un peu de le... Comment est-ce qu'on va dire ça? Donc, de le ramener dans un certain circuit. Voilà, je ne sais pas. Oui, ben, tout est possible. Je pense qu'on peut se remettre en contact après le webinaire pour voir ce qu'il y a moyen de mettre en place pour favoriser effectivement cette remise en circuit si c'est possible. Merci. De rien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réflexions? Oui, Alors, j'avais aussi envie, je vais voir si je sais partager mon écran, de vous montrer le travail qu'a fait Corinne par rapport aux différentes présentations que vous avez faites. Il s'agit, donc ça marche. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. La concertation, l'orientation et l'accompagnement. Donc, c'est une série de fiches que les intervenants ont pu voir avant de vous le montrer, donc sur les approches biopsychosociales et le résumé des interventions, si en plus du PowerPoint qu'on pourrait vous transmettre par la suite. Donc l'idée, c'est de mettre ces fiches sur le site de Réalisme et d'autres sites, bien sûr, par rapport aux différentes missions qui ont été exposées
ici et aux articulations entre chaque dispositif et entre les participants. Alors maintenant, en tout cas, merci à toutes, tous et toutes. Je ne sais pas s'il y a un homme qui a pris la parole, en fait. Non, hein, je ne pense pas, je me trompe. Merci à toutes pour vos présentations. Je vais laisser la parole à Sabine de Wild du CLPS de Wiwarem, peut-être que Virginie Beckers du Centre Verviers-Tois de promotion de la santé prendra également la parole par rapport à une proposition de concertation, mais je vais leur laisser vous contextualiser leur proposition. Je voudrais dire aussi qu'il y a aussi le CLPS de Liège. Pardon, excuse-moi Chantal. Oui, vas-y, Chantal, du CLPS de Liège. Voilà. Oui. Mais donc, voilà, bonjour à tous. Peut-être rapidement, en fait, on a pu constater que lors des inondations en juillet, très très vite, et grâce au réalisme, entre autres, une concertation intersectorielle a pu se mettre en place. Et grâce à cette concertation, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'éléments qui ont pu être organisés et qui ont permis de faire avancer la situation, qui ont permis d'identifier des besoins et d'y répondre, de façon à ne pas être redondant et à couvrir le plus largement possible ces demandes. Et donc, on se rend compte qu'actuellement, certains besoins persistent, d'autres ont pu émerger, et on se questionnait sur la pertinence de continuer à mettre en place ce type de concertation intersectorielle. Alors, je trouve que la rencontre d'aujourd'hui, qui a également permis de mettre en avant l'importance de voir en quoi on était complémentaires, l'importance qu'on peut avoir d'échanger entre nous sur les pratiques des uns et des autres, nous conforte dans cette envie de développer cette concertation intersectorielle. Mais on n'avait pas envie de se lancer non plus sans avoir votre avis à ce sujet. Par rapport à la pertinence de cette concertation et à ce que vous souhaiteriez. On ne t'entend plus, tu as enlevé ton micro. Oui, pardon. Et, en voulant envoyer le lien, j'ai cliqué sur la mauvaise touche. Et donc, en fait, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de répondre à un tout petit questionnaire. Il y a 3-4 questions. Voilà, pour pouvoir envisager cette concertation de la façon la plus utile et pertinente pour vous. Donc, voilà, on vous demande de prendre quelques minutes. J'ai mis le lien vers le questionnaire dans le chat. Et donc, c'est de rejoindre ce lien dès maintenant et de nous indiquer un peu vos desiderata par rapport à cette concertation, sachant que nous avons déjà envisagé une première réunion en janvier. Et donc, ce sera le 31 janvier à 13h30. Donc, vous pouvez déjà bloquer vos agendas pour ceux qui sont intéressés. Mais vous recevrez une invitation en bonne et due forme prochainement. En webinaire ou en présentiel? A priori, on va partir sur plutôt un webinaire pour la première et puis on envisagera en fonction des dispositions sanitaires. Ok, merci. Voilà, merci. Je ne sais pas si Virginie ou Chantal, vous voulez compléter? Tu as été très complète, oui. Sabine. Voilà. Donc, mais, oui, peut-être juste dire qu'en effet, on a vraiment le souhait que ça s'articule sur la province de Liège. Et donc, comme aujourd'hui d'ailleurs, ça me semble très intéressant que tout le monde puisse être autour de la table, un maximum de personnes. Donc, voilà. On attend vos réponses. Chantal? Non, voilà, peut-être dire que ça rentre vraiment, en tout cas dans nos missions en tant que CLPS, et qu'il nous semble que ça répond à un besoin qu'on a identifié des professionnels. Donc voilà, on est un peu à votre disposition si vous souhaitez peut-être réorienter le projet, en tout cas amener des choses par rapport à ce qu'on voudrait faire. Voilà. Sabine, est-ce que le lien là, du Google Form, on pourra le trouver ailleurs pour le compléter? Oui.
Donc, ce lien, on peut aussi l'envoyer par email à l'ensemble des participants et à d'autres qui ne sont pas présents aujourd'hui. Mais vous pourriez le mettre, par exemple, sur votre site, sur le site des CLPS, vous pourriez mettre ce lien-là pour compléter ce Google Form. Oui, on question. Peut. Tu vois, c'est pour que les gens puissent y accéder facilement sans qu'on ait leurs coordonnées, qu'ils puissent... Moi, j'ai une petite question, en fait, mais je ne sais pas si pratiquement c'est possible. Comme la vidéo va être diffusée, on pourrait peut-être quand même faire une proposition, justement, aux professionnels qui la regarderaient de la province. Oui. Tu veux dire quoi mettre pendant un certain temps à disposition le lien. Oui, d'accord. Qu'ils puissent maintenant... Là, vous allez diffuser largement, donc ça peut évidemment intéresser d'autres personnes. Ici, il faudrait quand même circonscrire, à mon sens, peut-être à des intervenants qui font partie de la province de Liège, quoi. Oui, à réfléchir, oui, bien sûr. Alors, on peut imaginer une première, une plénière, et puis après, la décliner autrement par la suite. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que Aurélie, tu avais autre chose à ajouter ou Corinne? Non, c'était très, très instructif. Il y a plein de choses que j'ai appris. Effectivement. C'était vraiment très chouette, un super mélange d'intervenants. Oui, merci beaucoup d'avoir répondu positivement, toutes, parce que c'était un peu, on a fait ça en un mois de temps, l'organisation de ce webinaire, en sachant qu'on vous demandait de travailler en plus un petit peu de vos missions pour préparer cette présentation. Et j'avais aussi envie de dire, dans la continuité de ce travail-là qui est mené, vous savez, peut-être que vous avez aussi participé au webinaire précédent sur les pratiques collectives. Ici, donc, on était davantage sur les pratiques, enfin l'accompagnement et les dispositifs qui fédèrent la concertation entre les différents intervenants, mais on pensait déjà à d'autres webinaires pour travailler justement cette articulation, ce maillage entre les différents opérateurs. Par rapport, Aurélie, alors c'est toi que je regarde plus, c'est par rapport à l'intégration des soins de santé mentale dans la première ligne, la nouvelle convention, et aussi, alors là, je regarde plus Corinne, par rapport à l'immersion des 0-18 et donc ce partage de pratiques entre les différents secteurs, secteurs, services, et donc par rapport à leur accompagnement, l'aide et les soins qu'ils apportent, de pouvoir mettre en place entre professionnels des immersions dans les différents services, qui est aussi fédérateur d'un travail plus collégial, pour autant qu'il soit nécessaire, et d'articulation pour le but ultime, c'est la continuité de l'aide et des soins pour nous, les enfants, les ados, mais aussi les adultes, puisqu'il y a aussi les parents, et je pense aussi à peut-être des partenariats plus forts entre les réseaux 107 et le réseau de la nouvelle politique ici, sur la province de Liège. Voilà, moi je pense qu'on peut, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut clôturer ce webinaire. J'espère que vous avez pu en retirer des informations utiles dans le cadre de vos pratiques quotidiennes. Et on vous dit, on espère à bientôt, et d'ores et déjà, un joyeux Noël, une bonne année, et à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.